Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes à THM, la télévision haïtienne de Montréal, avec notre émission habituelle, notre émission dominicale, Rencontre FM. Votre animateur Franz Mars vous salue. Eh bien, nous vous disons bienvenue pour cette émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Marie-Laure Rosas. Hein, c'est bien le nom? Oui, bien sûr, Marie-Laure Rosas. Parce que normalement, c'est comme Rosa en latin, donc c'est pourquoi je prends le temps de prononcer Rosas. Oui, on s'est toujours habitué à le prononcer, donc j'aime bien avec le S. Voilà. Il faut dire, mesdames et messieurs, Marie-Laure va vous parler de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, parce que c'est quelqu'un, elle est une correspondante, je la vois souvent, on peut répondre, je ne sais pas si je ne t'ai pas répondu parfois. Lorsque, oui, nous avons souvent communiqué. Communiqué, n'est-ce pas, sur d'autres, comment je peux dire ça, d'autres contextes, hein, c'est-à-dire qu'on est sur la toile de l'Internet, donc on se salue, tout ça, et puis s'il y a quelque chose, des commentaires, on le fait. Tout à fait. Alors, je voudrais savoir, parce que déjà, préalablement, ma question, ce n'est pas de l'hypocrisie. Je sens que tu n'es pas haïtienne. Effectivement, je suis guadeloupéenne. Je viens de la Guadeloupe, ça fait 20 ans, dans 3 jours exactement, que j'habite au Québec. Et c'est ça, 20 ans au Québec, ça fait une vie, c'est une vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne me trompais pas. Parce qu'on peut voir les choses et puis on croit avoir compris et puis on ne comprend pas. Tout à fait. Donc je ne me trompe pas, donc c'est une Guadeloupéenne. En tout cas, ça fait plaisir. C'est la première fois que nous recevons, n'est-ce pas, quelqu'un d'autre au studio de THM qui ne soit pas haïtien, haïtienne. Donc bienvenue, mais quand même c'est même nous-mêmes là. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et bien content, encore remercier avec toute équipe pour joyeux accueil ou réservez-moi. Ouais. En très content. Cœur moins chaud. Ouais. Son côté, je connais pays où. Ça fait longtemps que j'aimerais tellement connaître, non seulement la Guadeloupe, mais la Martinique, tout ça, parce que je ne les ai pas visitées, ces îles-là. Et on me dit que c'est vraiment merveilleux. Ce sont effectivement de belles îles. Il y a beaucoup de similarités avec Haïti. La chaleur, les cultures,
ce qu'on mange, la nourriture, tout ça. on retrouve beaucoup de similitudes, D'accord. notamment le riz et les haricots. Chez nous, on le mange, peut-être pas cuit de la même façon, mais quand même, ça, c'est une des similarités parmi tant d'autres. Et là, en fait, on peut se le dire de cette façon-là, ceux qui le connaissent déjà, c'est que il y a ce qu'on appelle le mot m'échappe là, c'est-à-dire que vous êtes, quand je parle de vous, si je parle des Guadeloupéens et Martiniquais, vous êtes un peu d'origine française aussi. Oui, on est des Français, effectivement, mais de l'outre-mer. C'est qu'on se retrouve à des kilomètres de la France. On a gardé ces nominations. On est des départements français d'outre-mer. La Guadeloupe a ce statut-là, ce qui fait qu'on étudie, on a les systèmes de santé, on a tout ce qui correspond à la France. On vit comme des Français, mais dans la Caraïbe. C'est la particularité. Est-ce que tu sais ce qui m'a attiré toujours de me rendre, que j'ai toujours envie de m'y rendre là-bas? Il y a un ancien chanteur, c'est Vouzzy, comme il s'appelle, qui chante Marie Galant, Laurent Voulzy. Laurent Voulzy. Marie Galant. Tu connais la chanson? Ma voix pour chanter n'est pas très très bonne, mais je peux juste redonner un petit peu. Vas-y. Marie Galante. Oui, c'est vous et vous. Je ne voudrais pas m'aventurer plus longtemps, mais c'est vrai, c'est une très belle chanson, une très belle douce. chanson, Marie Galant de Laurent Voulzy, on peut l'écouter, mais je ne connais pas le ton non plus, mais quand je l'écoute, je trouve que c'est vraiment bien comme il le chante. Tout à fait. Et Laurent Voulzy, qui, si je ne me trompe pas, a lui aussi des racines guadeloupéennes. Ça se voit. Voilà. Quoi qu'il a je peux dire, une collaboration avec un autre qui joue toujours avec lui, qui chante toujours parfois, il chante en duo et qui fait de très belles chansons aussi. Et c'est Laurent Voulzy et l'autre, oui, effectivement, son nom m'échappe, mais ils ont fait de très belles mélodies, que ça c'est mémorable, on les fredonne, ça nous passe dans l'esprit, puis on est tellement content. En écoutant ces musiques-là, on se sent tout de suite transporté dans nos eaux caribéennes. Tout à fait. Et c'est incroyable. Je parle de toi, mais on fait vraiment ce qu'on appelle une parenthèse, la parenthèse pour parler un petit peu de musique. On va fermer ça, parce que là, si on commence à parler de ça, je suis mélomane, on va glisser là-dedans. Je vais parler de Julien Clerc aussi, qui semble être... Oui, qui a aussi des origines. Des origines de là-bas, voilà. Et puis qui est vraiment un excellent chanteur. Bon, alors là, on laisse tomber, on revient sur toi. Mais oui, merci. Alors, toi, tu es né là-bas. Oui. Et donc, tu as fait tes études primaires, secondaires en Guadeloupe. Jusqu'à l'âge de mes 18 ans, j'ai étudié en Guadeloupe. Et à travers ça, j'ai beaucoup voyagé dans la Caraïbe parce que nous, à l'école, on étudie l'espagnol, on étudie l'anglais. J'ai pris aussi des cours dans quelques îles jusqu'à mes 18 ans. Puis, à la suite de cela, je suis partie à l'obtention de mon baccalauréat, qui est l'équivalent de la fin du cégep ici. Oui. Je suis partie à Paris. J'ai travaillé à Paris. Mon premier emploi, c'était pas mon premier emploi officiel, si je peux m'exprimer ainsi, c'était à Paris. Je suis restée une douzaine d'années à Paris. J'ai eu ma première fille là-bas. J'ai travaillé, souvent je faisais le retour vers mon île aussi pour visiter ma famille, mais ça a été plusieurs années à travailler pour construire un petit peu ma vie familiale. Par la suite, je suis venue au Québec. Alors là, à partir de quelle année l'arrivée au Québec Je situe cette période-là autour du début des années 90. Ça, c'est un premier, une première immigration au Québec. J'ai immigré 2 fois au Québec. J'ai eu cette chance. Je dis ça comme ça parce que dans un premier temps, je suis venue, je suis restée quelques années. Et par la suite, j'ai dû repartir et j'ai retravaillé à Paris. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir en voyage. Le Québec, à ce moment-là, devait être une étape. Et j'ai finalement déposé mes valises avec ma fille. Et ça fait, comme je disais tantôt,
20 ans que je suis au Québec dans 3 jours. C'était un 22 juin 2002, je me rappelle très bien. Et ça va me faire 20 ans, effectivement, de vie québécoise. De vie québécoise. Donc, c'est proche, il reste combien de jours pour que le cycle soit complété, 20 ans? 3 jours. 3 jours. Je te dis, en fait, préalablement, j'aimerais te dire, bonne fête, il faut fêter ça. Oui, et en plus, ce qui est intéressant, quand je suis arrivée au Québec il y a une vingtaine d'années, on était en pleine festivité du 24 juin. Donc, j'ai toujours vu mon arrivée au Québec comme une fête. Et ça, là, je pense que ça a pu déterminer aussi comment je me sentais par la suite au Québec, parce que j'ai été accueillie dans cette effervescence, ce bonheur, cette joie des Québécois quand ils fêtent avec fierté la fête de la Saint-Jean. Être au Québec, en fait, tu n'es pas resté seulement à Montréal, si je comprends très bien. Oui, tu es allé ailleurs. Il y a aussi cette dimension-là. C'est fou, mais les gens que j'ai rencontrés au Québec m'ont tout de suite amené ailleurs que, disons, la métropole montréalaise. J'ai, par exemple, visité la Gaspésie, j'ai visité le Bas-Saint-Laurent assez rapidement. Donc, tout en connaissant la vie métropolitaine, j'ai aussi eu le contact avec la vie, comme on dit, en région. Et ça me permet d'avoir une belle vision globale de la vie québécoise. Je pense que c'est une grande richesse. Ce n'est pas de l'indiscrétion. Je te parle, on va revenir sur cette question-là, mais j'ai le goût de te poser cette question parce que je vois ma fille aussi qui garde son naturel. Pas de coiffure, elle ne repasse pas une feu. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, n'est-ce pas, parce que nous aimons ça, hein, et certains, je ne sais pas si c'est tous les Haïtiens, mais nous aimons voir que les gens gardent leur naturel. Oui, c'est important. Oui, pour moi. Ma mère était comme ça, pas de maquillage, et puis ensuite, elle reste belle comme ça, avec les cheveux comme toi. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un engagement par rapport à cette façon de vivre naturelle, ou bien c'est parce qu'il y a des femmes, hein, elles font toutes sortes de choses, elles repassent, elles replissent, ou bien elles mettent des rallonges, des perruques. Justement. Alors, raconte-moi un petit peu. Pour ma part, je vais partir de mon adolescence. À cet âge-là, chez moi, toutes les filles portaient du défrisant dans les cheveux. On attendait justement l'adolescence pour pouvoir avoir des cheveux lisses. Et je suis passée par là. D'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai fait. Arrivé à l'âge adolescent, j'ai décidé que j'allais me mettre un défrisage. Et je l'ai fait jusqu'à, je vous dirais, à peu près une quinzaine d'années. J'ai pas la date exacte. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais tous ces traitements? Pourquoi j'inflige tout cela à ma chevelure, à ma tête? J'ai décidé un jour que je ne reprenais plus de traitement défrisant. J'ai laissé mes cheveux s'en aller, je disais toujours, en défrichage, pour les laisser vivre par eux-mêmes, pour les laisser montrer leur vraie nature, leur vraie beauté. Et vous voyez mes cheveux comme ça, je fais... C'est vraiment beau, c'est naturel. Merci. Je fais des soins très sommaires. Je ne veux pas choquer les autres femmes qui regardent. Mais parfois, on a cette difficulté. J'ai déjà entendu certaines personnes en parler, de traiter nos cheveux. Mais vous voyez mes cheveux, je peux les toucher, ils sont souples, ils sont frisés. J'adore ça. Je leur donne un traitement vraiment sommaire, qui est très important, c'est de les hydrater, de les coiffer. Mais j'aime aussi sentir mes cheveux, toucher mes cheveux, sentir que c'est vivant tout ça. Donc, je dois continuer à leur donner de l'amour. Ce matin, par exemple, en venant, j'ai fait un shampoing, je me suis hydraté les cheveux, je me suis fait des grosses tresses. Et pour venir, les grosses tresses, en fait, c'est comme ma mise en pli. J'ai défait mes tresses et voilà le résultat. Je me sens très à l'aise, très fière. Je sens que mon cheveu, c'est moi, il fait partie de mon corps. C'est pas une chose que je viens m'ajouter. Et si je ne suis pas fière de mes cheveux, qui va en être fier? Donc je veux donner ça aussi aux autres femmes, de pouvoir être fière.
Tu vois, on est à la télé, je porte mon afro, je me sens absolument vraie, naturelle et moi-même. J'ai rien contre les femmes qui utilisent d'autres moyens de se coiffer, mais je me dis que la meilleure façon qu'on peut se donner une image de nous pour que les autres nous respectent, c'est d'être nous-mêmes. Ouais. Ah, ma fille va être contente d'entendre. De là, elle regarde, elle va dire, ah, bon, quelqu'un qui est comme moi. Mais je ne lui ai jamais posé cette question, et puis pourtant je te pose parce qu'elle a voulu garder, elle a 3 enfants, ma fille. Magnifique. Elle a voulu garder, n'est-ce pas, son naturel en tant que telle. C'est vraiment nous, nos racines, notre fierté, c'est notre port de tête. Ouais, ouais. On doit penser, on était à Québec. Oui. Arrivé à Québec maintenant, j'ai vu que tu as fait des études à l'UQAM, pas nécessairement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de cela? À l'UQAM, je suis allée on va le reprendre. À l'UQAM, je suis allée en animation culturelle. C'est un programme qui, à l'époque, m'offrait beaucoup de possibilités. Je suis une fille très créative. Je suis une fille qui aime concevoir, qui aime construire. J'aime amener de la nouveauté. J'aime concevoir des choses et me lancer. Je peux dire ça comme ça. Et ce cours à l'UQAM, cette formation m'offrait toutes ces opportunités et me ressemblait. Donc, c'est depuis cette formation à l'UQAM que je fais tout plein d'activités, que je m'intègre à travers des projets d'autres organisations, que je conçois mes propres projets, que j'élabore avec d'autres. C'est vraiment ce programme-là qui m'a donné cette ouverture-là. Et d'où vient le côté scénariste, réalisatrice, tout ça? Je viens d'une famille, en tout cas mon père, c'était un concepteur de maisons. Lui, il concevait des maisons. Il partait de rien, d'un espace, et après quelques mois, on voyait apparaître une maison. Dans ma tête, dans mon éducation, dans tout mon cheminement, c'est comme ça que je conçois la vie. On peut partir de rien et aboutir à de grandes choses. Et le côté scénariste, parce que c'est ça, c'est de la construction, c'est d'avoir une idée, un projet et de le mettre en image, de rencontrer des personnes qui nous amènent à mettre notre projet en vie, de lui donner vie et d'arriver à un produit final qui peut être une courte vidéo, une longue vidéo, un long métrage, dépendant de ce qu'on veut faire. Moi, pour l'instant, je travaille beaucoup sur des petits formats, des courts métrages. Par exemple, j'ai fait pendant le dernier festival de films Vue d'Afrique, j'ai présenté un court métrage documentaire, mais j'ai déjà aussi travaillé, collaboré avec des organismes qui veulent des formats plus corporatifs. Et à ce moment-là, je leur apporte mon expertise, mon support pour qu'ils puissent concevoir les produits qu'ils veulent élaborer. Par maladresse, quand je regarde derrière une caméra, je trouve que réellement, il y a beaucoup de choses pour respecter, par exemple, les techniciens qui sont derrière la caméra, mais de voir une femme avec son nez derrière la caméra, comment, en fait, le travail technique, comment ça se fait? J'aimerais savoir ça. Au départ, ce qui est vraiment primordial, c'est la formation. D'accord. On peut faire tout ce qu'on veut. Dans ma tête, là, dans ma conception des choses, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment. Il y a des façons de faire, il y a des connaissances, il y a des acquisitions à faire. Et c'est de la formation, c'est de retourner sur les bancs de l'école. Moi, je l'ai fait à 40 ans, j'étais sur les bancs de l'école. On apprend. Parce qu'ici aussi, il faut dire qu'il y a l'éducation permanente. Et on apprend tout le temps, on n'en finit pas. Et voilà, donc si on veut être en tant que femme derrière, peu importe l'outil, derrière un écran, derrière en fait une caméra, derrière une moto, derrière un camion, peu importe, il faut se former. Et moi, j'encourage toute femme qui veut s'ouvrir à de nouvelles connaissances, à aller chercher ces connaissances-là. Nous allons faire une pause et nous allons revenir dans quelques instants. D'accord? Alors, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Marie-Laure Rosas. Donc, c'est une Guadeloupéenne. Elle est en train de nous expliquer tout ce qu'elle fait en tant que telle. À tout à l'heure.
En patini, puisqu'il s'a des sortini. Ou qui s'a mon machin de moi. Ou qui s'a mon n'avait pas pour moi. Elle démarre moi là, moi là. En cas sorti, on m'a fait parler. En cas sorti, on fait parler. Nous revenons, mesdames et messieurs, avec Rose Zas, Madame Rosas. Donc, je me permets de le dire comme ça, Marie-Laure Rosas. Alors, Marie-Laure, en fait, tu me racontes des choses là, je suis curieux, c'est comme ça. Hein. Quand on est, en fait, tu fais la caméra aussi, à l'œil curieux, sans doute l'œil à voir les choses là. Donc, de ton côté, alors c'est un peu ce genre-là que je suis aussi, même si je n'ai pas vraiment ta compétence en caméra, tout ça. J'aimerais savoir, une femme derrière la caméra, qu'est-ce qu'elle fait techniquement? Est-ce que tout va très très bien, il n'y a pas de difficulté, tout se fait, et puis pour avoir les images claires, le son, etc., etc. Raconte-moi un petit peu. Comme je te disais auparavant, j'ai appris. Ça n'a pas été de tout repos. Oui. Parce que je suis une personne un peu plus vers la quarantaine. J'ai dépassé la quarantaine, en fait. Et aller apprendre à nouveau à toucher une caméra, comment ça fonctionne, comment réussir à avoir une image telle que, une image acceptable à l'écran. Ça m'a pris du temps. J'ai étudié aussi dans le programme de l'école du cinéma des médias de Rivière-du-Loup, à l'EMCV. Et là, c'était la première fois que j'allais à l'école pour apprendre à utiliser une caméra. Et je vais te dire qu'à l'issue de cette période, malgré tous les apprentissages, malgré le professionnalisme des enseignants, je n'avais pas encore acquis
la technicalité pour toucher cette machine-là, comme on dit. Pourquoi? J'ai essayé de comprendre. C'est parce qu'au fond de moi, j'avais peur de la machine. J'avais peur de la machine, j'avais peur de la dérégler, j'avais peur de la toucher comme il faut. C'est sûr que réaliser, écrire un projet, écrire un scénario, ça, j'étais très bonne. Mais quand j'arrivais devant la machine, j'avais besoin de l'aide de mes camarades et de mes enseignants. Ça m'a pris un autre cours que j'ai pris cette fois à l'INIS, qui est l'école de l'INIS, en fait, qui est une école. Ça m'a pris de retourner à l'école, à l'INIS, pour pouvoir maîtriser davantage la caméra. D'accord. Donc, aussi, de penser qu'il faut, dans ma tête, que je déconstruise cette peur. Parce qu'en fait, la machine, si je sais la maîtriser, si je sais l'utiliser, alors elle me donnera les résultats dont j'ai besoin. Et c'est comme ça, après une autre formation, que j'ai finalement compris ce qui était important d'avoir pour nos images, pour l'image qu'on s'attend d'avoir dans la caméra. On fait de la théorie à l'intérieur, mais par exemple, la pratique, il faut partir dans les espaces à l'extérieur pour voir tout. Et mettre en pratique ce qu'on a appris. Essai, erreur, ok, ouvrir, fermer, se tromper, oublier, tout ça, c'est vraiment, et c'est un peu dans tout dans la vie, c'est comme ça. On apprend quelque chose de nouveau, mais il faut se donner aussi le temps de maîtriser cette chose. Puis si au début, on ne sait pas, ben, c'est pas bien grave, on va apprendre, on a toute une vie pour apprendre, en fait. Oui. Moi, je me suis dit que la caméra, à un moment donné, il faut que je sache comment ça fonctionne, comment ça marche, parce que j'avais envie, à travers toutes ces connaissances que j'étais en train d'apprendre, de partir un jour avec ma caméra, d'être autonome et de me dire, ben, je vais filmer telle chose, si telle autre personne ne peut m'accompagner, mais je vais être autonome et être capable à le faire. Donc, c'était ça mon objectif en allant. Donc, finalement, on arrive à comprendre comment fonctionne la caméra, on arrive à maîtriser la caméra et aussi à connaître les différents types de caméras. C'est sûr que moi, présentement, je travaille avec une caméra qui est assez basique. C'est pas une caméra professionnelle, mais qui quand même me permet d'avoir des images que j'estime valables. Puis, dans le futur, je vais probablement m'arranger pour avoir quelque chose de plus professionnel. Mais je dis d'abord aux femmes, aux jeunes filles qui sont intéressées par ce genre de métier, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'y aller, n'ayez pas peur de vous tromper, mais soyez consciente que c'est le temps. Elle est en train de vous parler là. C'est le temps qui va vous aider à mieux comprendre et à vous perfectionner. Oui. Et de là, de savoir exactement, parce que je comprends très bien que tu fais des documentaires, des choses comme ça. Quel est le message à travers tes documentaires? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Je suis, par exemple, je suis en train de visionner un document que tu fais. Quel lien que je peux faire avec toi, par exemple, par rapport à ce que tu transmets comme message? La particularité du documentaire, c'est toujours un point de vue, le point de vue de la personne qui a créé le documentaire. Donc, sur un sujet donné, c'est ce que tu vois à l'écran, c'est son point de vue, sa façon d'analyser, sa façon d'appréhender, son questionnement, sa quête. Et à travers ça, ce sont des témoignages, des images, des lieux qui vont faire que tout ça tout cela mis à bout, tous ensemble, va te donner un documentaire. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te préoccupe comme documentariste? J'aime vraiment pourquoi je fais ça. J'aime vraiment l'idée que ce soit moi qui soit derrière la caméra en tant que femme, en tant que femme afrodescendante, aussi... je vais te reprendre ça. Est-ce que c'est pour... Je vais te reprendre ça. J'aime beaucoup l'idée d'être derrière la caméra en tant que femme afrodescendante, en tant que mère, en tant qu'immigrante, en tant que femme noire. J'aime beaucoup cette idée-là. Parce que déjà, c'est peu commun.
mais aussi c'est une forme pour moi de liberté, d'être capable de présenter, de diffuser des choses qui me préoccupent, des sujets qui m'importent en tant que femme afrodescendante, c'est nos cultures, nos situations, toutes nos préoccupations, notre façon aussi de nous projeter dans notre société d'accueil. Tous les sujets autour de notre propre questionnement, de notre propre vie de personne en tant que femme, ben, moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est ça qui me porte vers l'envie de créer. J'interprète ça comme un engagement. Nous avons tendance à écrire, non seulement à écrire, mais la peinture, nous avons ces expressions d'engagement. On a toujours quelque chose qu'on fait savoir que voilà, nous existons comme noirs. C'est l'expression oui, pure. Oui. Alors, est-ce que c'est du genre aussi? C'est-à-dire que je te vois, en t'écoutant parler, je sens qu'il y a un engagement. Mais que tu veux partager cette liberté avec les frères noirs, les sœurs noires. Tout à fait. Et j'ai toujours vu la caméra comme un outil, justement, qui permet de faciliter ce genre de message, faciliter ce genre d'engagement. La caméra, c'est très puissant. On en parlait auparavant. Quand on a une caméra, on peut transmettre, on peut faire parler des personnes qui ne le font pas en temps normal, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de tribune. Donc c'est un outil très puissant. Et je suis très fière d'être capable de le maîtriser, de faire de quoi, de travailler avec. Tu en as beaucoup de documentaires à ton actif? J'ai très peu de... ma filmographie, elle est courte. J'ai beaucoup travaillé avec d'autres personnes. J'ai collaboré beaucoup dans le corporatif avec des organisations. Mais mon but ultime, c'est vraiment de déployer ces projets-là, de travailler avec d'autres qui ont vraiment des préoccupations qui me ressemblent. Et il y a d'ailleurs un mouvement en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui sont dans le métier, qui veulent justement développer des projets qui s'adressent aux communautés, qui représentent les communautés et qui sont aussi faits par des communautés. Donc autant devant la caméra que derrière la caméra. Parce que c'est un monde d'emploi, hein. On l'oublie souvent de le dire. C'est pas juste le personnage ou les personnes interviewées devant la caméra et le caméraman, mais autour, c'est des techniciens, c'est des personnes dans les costumes, au niveau des accessoires. Il y a tout plein de métiers qui sont autour de cette industrie et que on peut s'intéresser à ces métiers. Donc mon rêve ultime, c'est de voir que derrière une équipe, une production, il y aurait du monde qui nous ressemble, des afrodescendants, des gens de cultures diverses, de différentes origines afrodescendantes, qui travaillent pour réaliser des films pour leur communauté. Après avoir réalisé un film, comment tu te sens? Est-ce que tu sens une satisfaction totale ou bien bon, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Comment tu te trouves après avoir réaliser un film? Il y a une chose que j'ai comprise quand j'étais en formation, c'est que créer, par exemple, un documentaire, à un moment donné, il va falloir faire des deuils. Des deuils, par exemple, d'images qu'on a captées, qui étaient très belles, mais finalement, au montage, on doit les mettre de côté. Donc, on apprend beaucoup à faire des deuils, on apprend à faire des sélections, parce que ton film de 8 minutes, même si tu as une super belle image que tu voulais ajouter, un beau coucher de soleil, une belle entrevue, il va falloir couper au montage. Et en fait, on est satisfait de notre film. On est content. C'est ce qu'on appelle les bloopers. On peut en faire par la suite, effectivement, pour donner une suite à un montage final. Mais quand on fait un documentaire, c'est sûr que l'important, c'est d'avoir transmis les impressions, les idées, d'avoir partagé notre quête. C'est sûr que c'est ça, si on le retrouve dans notre film, on est satisfait. Mais parfois, on reste toujours, on se dit peut-être qu'on aurait pu ajouter cela, ça aurait pu donner. Mais quand un film est fini, l'idée, c'est de le remettre au public, de le remettre dans le quotidien des gens pour qu'ils le découvrent, qu'ils le partagent, qu'ils vivent les émotions et les idées qui sont liées au film. Donc,
c'est important d'un moment donné de se détacher de notre projet pour le laisser au public. D'accord. Autant que tu parles, j'ai une question qui bouge dans ma tête, je ne peux pas ne la poser, tu me permets de la poser, c'est de savoir, en tant que réalisatrice, scénariste, de documentaires, etc., est-ce que ça ne te tente pas de vouloir faire un film hors de cadre des documents, mais beaucoup plus comme une fiction? Oui, de loisirs, des choses comme ça. Oui, effectivement, en tant que créatrice, on est porté par des idées de faire d'autres types de films. Effectivement, si je trouve un beau sujet, en fait, j'ai des idées de projets. C'est sûr que je dois être honnête. Je suis plus une réalisatrice que je dirais, malgré mon âge, émergente. Donc, je continue à développer. Tu es jeune quand même. Je suis jeune, oui. Je garde une jeunesse éternelle. Ouais. C'est une jeunesse du cœur. Du cœur, c'est bien ça. Non, mais c'est ça, c'est que... notre réalisateur ici, Franck Saint-Louis, donc il a fait des films aussi, autre de faire la caméra de télévision, mais il a fait des films. Donc c'était vraiment une question pour moi de savoir exactement est-ce que ça peut t'intéresser de faire tout à fait, un tout film. À fait. Mais cependant, si je comprends très bien, en fait, ça coûte très cher le cinéma. Oui. Est-ce que c'est la même chose pour les documentaires aussi? Les documentaires sont moins chers. Au niveau du financement, ils reçoivent beaucoup moins de financement. Pourquoi? Parce qu'un documentaire, pour faire un documentaire, on peut être juste une personne. On peut décider qu'on prend son matériel, on s'en va à l'autre bout du Québec, on va faire notre documentaire. Pour faire un film, ça va te prendre plus une équipe encore beaucoup plus fournie. Ça va te Et donc prendre, un gros budget. Là, voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Le documentaire, tu peux partir avec ton idée, rencontrer ton monde n'importe où tu veux. Tandis que le film, ça va te demander des lieux de tournage, ça va te demander des équipes éclairagistes au niveau du son. En fait, ça peut être jusqu'à 40, 50 personnes, une équipe pour un tournage. Et aussi tes personnages qui vont jouer. C'est vraiment du budget. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le budget d'un documentaire et le budget d'une fiction. D'accord. Et ça se comprend très bien. Ouais. Et comme réalisatrice, scénariste, quand tu regardes un autre réalisateur, réalisateur ou réalisatrice, scénariste aussi, qui présente un document, comment sont tes yeux par rapport à ta lecture n'est-ce pas, de ce film-là? Tout d'abord, moi, je respecte les points de vue. Donc, quand je regarde un documentaire, je sais que c'est la vision de ce réalisateur ou de cette réalisatrice. Et je la respecte. Puis je rentre dans son documentaire pour comprendre où il veut m'amener à travers ce projet. Et c'est assez amusant de se prêter à ce jeu-là. Moi, j'adore ça. Je suis un adolescent, un enfant aussi, et puis je vois les images, c'est beau, la télévision, etc. Et je voudrais dire que, voici ce que j'aimerais faire quand je deviens, n'est-ce pas, adulte, quand je deviens grand. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles à ce moment-là? Moi, j'aime ça conseiller les jeunes, parce que des fois, les jeunes sont en questionnement, ils ont des doutes. Et en tant que maman, j'ai 2 grandes filles que je conseille encore. Et je leur dirais que la première des choses, quand on s'intéresse à un métier, peu importe lequel, c'est de s'intéresser à comment ce métier-là, on peut l'apprendre. Jusque-là, de mon expérience, je sais que retourner sur les bancs de l'école, ça m'a beaucoup aidé. Alors, un adolescent, c'est de se dire que tu t'intéresses à ce genre de métier, de te dire, je vais faire les formations en lien avec ce métier pour me permettre de bien le comprendre. Et les jeunes sont assez choyés. On leur permet, par exemple, d'aller dans les écoles, d'aller dans des écoles de formation pour découvrir, même à la sortie du cégep, il y a des événements qui sont organisés pour qu'ils se rendent dans les écoles, pour qu'ils commencent à toucher la réalité de ce qu'ils voudraient faire. Donc, de ne pas hésiter à
aller faire ses visites, mais aussi parfois, on peut prendre un téléphone, appeler une entreprise qui s'intéresse, qui fait en fait ce genre de métier qui nous intéresse, et de demander à rencontrer un spécialiste. D'accord. Pourquoi pas? Et très souvent, les personnes qui travaillent, qui aiment leur métier, sont très heureuses de transmettre aux jeunes. Donc, un jeune peut frapper à la porte d'une entreprise et se dire, OK, comment je fais pour rencontrer telle ou telle personne? Il aura toujours une réponse. Mais il est primordial d'apprendre, de se former, d'aller dans les écoles qui font les formations qui nous intéressent. Et à la suite de ça, on peut faire des stages, on peut faire des journées d'observation dans les entreprises, on peut faire une journée de travail, se mettre dans la peau du professionnel. Puis c'est toute une kyrielle de possibilités qui vont permettre aux jeunes de toucher et de comprendre, de vraiment décider est-ce que c'est ce que je veux faire et à ce moment-là de se lancer. Donc ça demande de la patience aussi. Hein. Oui, mais dans la vie, tout ce qu'on fait demande du temps. Il faut prendre ce temps-là. Des fois, on veut se précipiter, mais finalement, ça sert à rien. Et c'est toujours mieux de prendre le temps de vivre les choses, de les découvrir. Nous allons faire encore une autre pause. Nous allons revenir, mesdames et messieurs, à tout à l'heure avec Marie-Laure Rosas. Mesdames et messieurs, avec Marie-Laure Rosas, donc elle est là avec nous, on fait elle apporte beaucoup de sourires, on fait beaucoup de blagues. Nous allons parler des festivals maintenant. Alors, autre que le cinéma, je vois que tu fais beaucoup de choses, comme par exemple, quand je parle de festival, tu participes comme tel, tu en réalises. Est-ce que c'est bien ça? J'ai fait... il y a quelques années, 2 festivals que j'avais conçus quand j'habitais dans le Bas-Saint-Laurent, à Rivière-du-Loup. Alors, je vais te faire la blague là. Hein. Oui. Est-ce qu'on ne dit pas festival? Des fois, ça vaut le coup. Hein? Non, mesdames et messieurs, on ne dit pas festival, c'est une blague. On essaie de faire, comme par exemple, on dit festival, mais souvent chez nous, on fait des blagues en créole. Tout à fait. Donc, les festivals de Rivière-du-Loup étaient des festivals en interculturel, vu que c'est une région éloignée et qu'il y avait à ce moment-là
très peu d'apport de la communauté à partager avec le reste de la communauté. Donc, j'avais conçu un festival qui s'appelait les 3 jours interculturels de RDL. Oui. C'était vraiment des beaux moments qui ont été partagés avec l'ensemble de la communauté. Il y avait une participation très, très, comment dirais-je, très volontaire de la communauté à vouloir découvrir, à vouloir partager, à vouloir être dans ces événements-là. Et ça s'est passé sur 2 années. Par la suite, je suis revenue ici en région montréalaise. J'ai moins fait de festivals venant de moi, de mes propres créations de festivals. Par contre, j'ai beaucoup collaboré avec d'autres qui mettaient en place des festivals. Donc, j'ai toujours été dans ce monde-là. Je fais beaucoup de collaborations. On fait appel à moi par rapport à mon expérience, par rapport aux idées qu'on peut échanger. Et ça, c'est un côté du travail que j'apprécie beaucoup parce que ce genre d'événement-là, plus on a des idées, plus on a des apports de différentes têtes, il s'enrichit. Et c'est important d'aller chercher de la diversité dans la création. Très important. Et si je comprends très bien, c'est que tu es une femme de projet. Est-ce qu'il y en a d'autres projets autres que, par exemple, le cinéma ou bien avec le cinéma? Tout à fait. Je suis une conceptrice de projets. De projets. Alors, toutes sortes de projets qui amènent de la créativité, qui amènent de la nouveauté, qui amènent de la conception. Moi, je suis là parce que je suis une fille qui aime faire des choses, qui aime construire, concevoir, qui aime élaborer. Et à ce moment-là, ça m'amène toujours à des résultats, que ce soit des résultats que je fais en mon propre nom ou alors avec d'autres collaborateurs, d'autres événements. Comme présentement, je collabore avec le marché du mercredi à Varennes. Je propose à la communauté, on vient de lancer cet événement il y a quelques jours, des dégustations de plats du monde et les gens ont participé, c'était vraiment un succès. Vous savez, dans une communauté comme Varennes où cette année ils vont fêter leur 350e anniversaire, les gens sont ouverts à la diversité, ouverts aux nouveautés. Alors avec ces dégustations que j'amène, les gens sont venus naturellement, ça crée en même temps des discussions, des échanges, on se parle. Ce qu'on n'a pas fait pendant 2 ans, c'est l'occasion pour les gens de trouver des idées d'échange, de partager des recettes. Là, et très bientôt, ça va être une recette de chez moi que je vais partager avec cette communauté. Est-ce que je peux savoir quel genre de recette? Oui, tous les plats qui sont présentés au marché sont des plats végétariens. Et cette semaine, quand je vais présenter... Ça, c'est intéressant parce que et j'adore maintenant, en fait, je prends des habitudes depuis 2-3 ans de manger un peu végétarien. C'est pas, je ne suis pas adapté à 100%, mais je trouve ça intéressant parce que c'est consistant. C'est des festivals de saveurs parce que en plus de goûter très bon, tout le monde peut toucher. J'ai eu un bébé qui a tout goûté la dégustation. Sa mère m'a dit, bébé a tout mangé. Mais j'ai aussi eu des personnes aînées qui m'ont dit, oh, c'est très bon. Donc, ça permet de voir comment la nourriture, la dégustation de plats de différents pays peut réunir les gens, les amener à échanger, à discuter et aussi à se retrouver. On a besoin en ce moment de se retrouver, de se refaire confiance, de se reconnaître. De se reconnaître. Voilà. Et quand tu me parles en fait, d'aliments comme ça, là, tu me renvoies à ton pays de savoir exactement, parce que nous avons des mets spécifiques en Haïti. Comme par exemple, je ne sais pas si tu entends parler de la soupe de Giromont. Oui. On dit soupe Joumou ou chez nous, c'est le Giromont. On dit le potiron aussi. Chez nous, c'est le Giromont. C'est le Giromont. Et le Giromont, on fait des acras de Giromont chez nous. La soupe, voilà, on l'utilise beaucoup, par exemple, dans la période du carnaval. Alors, nous, on va faire des acras de
de giromon, à base de giromon mélangé à du malanga. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça chez nous. Oui. On obtient une pâte et c'est excellent. La saveur de ces petites choses-là, c'est... J'ai toujours mangé ça uniquement, en fait, à base de malanga, c'est tout. Voilà. Mais dans votre pays, on ajoute le joumou et ou giromon. c'est plus savoureux, c'est beaucoup. C'est délicieux. Délicieux. J'aurais aimé goûter, hein. Oui, un jour, si j'en fais, je penserai à vous. J'apprécierais. J'adore goûter les choses. Voilà. Donc, est-ce que tu vas inviter notre réalisateur Franck Saint-Louis aussi? J'invite l'équipe en entier. Donc, c'est vraiment intéressant. Non, les gens chez toi, là, j'ai vu, je ne suis pas allé, mais je vois à distance, sur vidéo, par exemple, que les gens sont très accueillants. Hein? Oui. Je voudrais vraiment m'y rendre pour voir si c'est vrai. Et là, tu m'apportes ce genre de chaleur. Effectivement, on sent que réellement, on est des îles, en quelque sorte, parce que tu as le même genre de chaleur, on aime rire, etc. On s'éclate un peu. Est-ce que tu aimes danser, comme autant en Haïti, dans les autres îles des Caraïbes? Tout à fait. Quand j'étais petite, la musique haïtienne avait une très grande place chez nous. D'ailleurs, le zouk, tout ça, ça vient de la musique haïtienne. Donc, avant d'écouter le zouk, j'écoutais de la musique haïtienne. La musique chez nous, la radio était toujours allumée. Le dimanche, on écoutait de la musique et on dansait à la maison. Donc, oui, je suis de tradition à aimer. J'aime beaucoup plus écouter la musique, par exemple. J'aime beaucoup écouter, mais j'aime regarder les gens danser. Et j'aime écouter aussi des films, des histoires qui racontent les histoires de nos pays. C'est vraiment... Je pense qu'on doit, dans notre vie, donner une place importante à nos cultures pour savoir nous rappeler d'où on vient. Ça, c'est important. Alors, et on va terminer, hein, donc il faut te dire que il reste quelques dizaines de minutes. Je voudrais que tu puisses partager avec les gens les projets que tu as. On en a parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux approfondir un petit peu? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire comme projet futur, etc.? J'ai un projet en cours qui s'appelle « Je participe, je cuisine et j'apprends ». C'est un projet qui s'adresse à des jeunes, des adolescents de 12 à 17 ans. Et ce que je propose, c'est de les amener à choisir une de leurs recettes préférées, ce qu'ils aiment manger, et de venir avec moi acheter les ingrédients, rencontrer les commerçants et produire ce plat préféré de l'enfant pour toute sa famille. Ensuite, leur livrer ce plat-là. Donc déjà pour développer la fierté, mais aussi l'autonomie de l'enfant et le goût de cuisiner, le goût de faire, de réaliser un projet. Donc ce projet est en lien avec le Centre Toussaint, avec Style Toussaint qui a accepté de collaborer sur ce projet-là avec moi. Et on le propose aux jeunes de Villeray, Saint-Michel et Parc Extension, parce qu'on l'a un peu circonscrit dans l'espace, mais c'est vraiment pour tous les jeunes de 12 à 17 ans et j'ai vraiment envie que ce projet-là se développe parce que les jeunes, c'est un bagage que j'ai envie de leur donner, le goût d'apprendre à cuisiner pour eux-mêmes. Et parallèlement, on a un autre projet qui s'en vient, c'est qu'on va proposer aux jeunes de quitter la ville et d'aller découvrir la biodiversité alimentaire. C'est-à-dire qu'on ira dans des champs, on ira rencontrer des cultivateurs, on ira par exemple dans une forêt privée, découvrir les plants, les champignons, qu'est-ce qu'on trouve dans cette forêt, l'observer et s'y fondre un peu. On ira aussi rencontrer des producteurs d'alpagas. C'est vraiment des belles activités qu'on veut leur proposer. Il faut rentrer en contact avec moi. Mon courriel, c'est rosasmariel@yahoo.ca. On pourra le laisser. On peut l'avoir aussi sur Facebook. Je me permets de donner la référence de cette façon-là. Est-ce que tu es sur YouTube aussi ou non? Tout à fait. On cherche mon nom sur yahoo.ca et aussi sur Facebook, YouTube.
j'ai aussi Twitter, j'ai aussi Instagram. Et maintenant, tu as THM. Et voilà. Donc, je suis joignable THM, partout. Il suffit juste de chercher mon nom et de rentrer en contact avec moi. Et aussi avec le Centre Toussaint où vous pourrez avoir des renseignements. Puis, moi, le goût de réaliser toutes ces choses avec la communauté, de transmettre, ça vient de très profond de moi, de très profond au fond de moi. Et je pense que c'est comme ça, en travaillant avec les autres, en se jumelant, en collaborant, qu'on va avoir une société meilleure, une société qui se regarde et qui est fière d'elle-même. Tu as vraiment un esprit très développé au point de, en fait, tu me parais vraiment très ouverte en quelque sorte de te poser la question parce que on voit la joie chez toi, c'est de savoir exactement les parents. Est-ce que les parents sont toujours vivants? J'ai perdu mes parents il y a maintenant quelques années, mais si je peux me permettre de parler d'eux, c'est aujourd'hui, tout ce que je fais aujourd'hui vient de mes parents. Mon père, par exemple, il m'a toujours dit, si quelque chose te plaît dans la vie, fais-le. Je sens que ce credo-là, c'est chaque jour quand je me lève, c'est ça qui m'accompagne. Ma mère, elle m'a toujours montré à faire beaucoup de choses. C'est pour ça que je peux paraître parfois comme quelqu'un qui touche à tout, mais ça, c'est ma naissance, c'est mes racines. J'ai grandi comme ça, avec une famille très aimante, une famille apprenante, et une famille qui était... une famille ouverte aussi. Ouverte. Mon père qui construisait des maisons, à 10 ans, il m'ouvrait des plans de maison, il m'amenait sur les chantiers. J'ai passé des jours de vacances sur des chantiers, à voir des choses se créer. Donc, ça fait partie vraiment de moi et j'ai envie de le transmettre le mieux que je peux à d'autres, d'abord à mes enfants, mais aussi à d'autres enfants, parce que des fois, le parent, il a moins le temps de le faire, il est peut-être aussi moins disposé à le faire. Alors, moi, j'ai pris ça en main, je porte ça à cœur. Et voilà, c'est ça qui me motive. Mais ça vient des parents, effectivement, que quand les parents motivent, on grandit avec cette motivation qui nous suit toute notre vie. Et je suis là. Est-ce que tes filles suivent tes traces aussi comme ça? Parce que souvent, les enfants prennent leurs parents comme des modèles. Effectivement, mes filles sont des filles très indépendantes dans le sens... Elles sont de quel âge? Ma plus vieille a 29 ans et ma plus jeune a 18 ans. J'ai deux filles qui ont des horizons différents, qui partagent des loisirs, des goûts différents, mais qui sont très indépendantes. Pourquoi? C'est des filles qui ont connu très tôt le sens de l'autonomie. Moi, je leur ai enseigné. C'est important de savoir où tu veux aller. C'est important de tenir compte de tes goûts, de tes choix dans la vie. Donc ça, moi, je leur ai toujours dit, je ne sais pas si demain je serai là. Donc, d'être apprenante, d'être partante pour connaître des choses de la vie et de les vivre pleinement. On fait me tester en créole. Vous me dites qu'on dit par contre sur là, au sein de monde qui vivent longtemps, même siècle. Merci en pile. merci. Ah mais où savent richesse à monde. C'est tout ça qu'on apprendre chaque jour. Et que surtout, pas qu'à garder pour, ou prendre, ou battre les autres lits aussi. Donc, il faut partager tes connaissances, il faut répandre tes connaissances, et puis tout ça dans l'amour. Au bon, mon petit son, cap parler, au cap haïtien, mon parler et l'emphase. Souvent, on dit moi ça. Souvent, on dit moi ça. Moi, ça que c'est vrai. Donc, si un jour, moi, immigré en Haïti, moi qui aille au Cap, parce que c'est là où je comprends moi mieux. Ouais. Haïtien à voler, l'autre bois. Vous pensez? Haïtien chaud. Nous avons vite bons amis, nous avons cuisiné, nous avons fait un paquet de bités ensemble, mais nous avons entendu nous. Il y a volé, l'autre bois, si vous allez. Parce que mon Dieu, comme femme en plus. Ah ben, vous pouvez respecter moi quand même. Vous pouvez respecter moi. Moi, ni confiance. Il y a plus spectacle, mais sauf qu'il y a philo quand même. Moi, ni confiance. Ok, confiance. Oui. Eh bien, je crois que nous arrivons notre temps pour nous faire mes émissions. C'est ton plaisir pour me te recevoir. Moi-même aussi. Ouais, je suis content parce qu'on a un pile d'informations. Et donc, en tout cas, et nous arrivons là. Nabdou, merci côté vini. Donc, à la régie, le monde qui t'a suivi nous à la régie, c'était Franck Saint-Louis.
comme réalisateur de l'émission. Et puis ensuite, on a Wilson Pierre, on a Peterson Cherry. C'est toute une équipe. Et notre recherchiste, c'est Yannick Joseph qui t'a trouvé. Je lui dis merci aussi. Merci Yannick. Merci. Eh bien, Mabdou, à l'an prochaine. J'ai l'impression nous pourrons travailler ensemble, sans doute. Par contre, ça va mon signe. Moi, je dis Apita. Apita, ok. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Marie-Laure Rosas, une réalisatrice, une scénariste, n'est-ce pas? Elle est d'origine de la Guadeloupe. À dimanche prochain.